Allez, donc petit tuto, mais surtout vidéo. Vidéo sur la méditation, parce que je me suis rendu compte à travers des discussions avec tout un tas de padawans et puis de personnes que tout le monde médite, mais visiblement, il y a comme un loup dans la méditation. Donc là, l'idée, ça va être de déterminer très clairement comment méditer et surtout comment surtout ne pas méditer de certaines manières. Donc, la méditation, c'est quelque chose qui est presque né avec le bouddhisme. Certainement que les brahmanes et compagnie faisaient de la méditation aussi. Mais visiblement, au fur et à mesure là, des siècles qu'on suivi, beaucoup de gens ont rapporté la méditation en Europe et puis partout dans le monde. Et il s'en est suivi des tas d'interprétations complètement débiles. Et le problème, c'est qu'en fait, les gens ne savent pas méditer. Et au pire, en plus, c'est que l'état dans lequel ils se trouvent va créer directement une porte ouverte à des ennuis, beaucoup d'ennuis. Donc là, c'est simple. Si vous utilisez donc si vous méditez entre guillemets, en fait, il n'y a qu'une seule méditation qui soit véritablement constructive. Le reste, ça va rester des pratiques d'évaporation de votre propre esprit, entre guillemets, là, parce que la plupart des gens qui m'expliquent qu'ils méditent, on a une très grosse impression que l'individu va simplement se mettre à disposition, va se concentrer, et puis ensuite il va être en attente. Donc tout ça, c'est bon. Déjà, les Tibétains et les bouddhistes ont fait certaines erreurs pour ce qui est de la concentration de l'esprit. Certaines données n'étaient pas encore tout à fait vérifiables à cette époque-là, donc ils se sont un peu trompés sur comment faire ci, comment faire ça. Mais véritablement, la méditation, les Tibétains ont employé ce qu'on appelle la méditation cognitive, qui est la seule qui puisse en fait véritablement servir et non pas desservir. Tout type de méditation, vous allez vous installer tranquillement. Alors premièrement, en méditation, il n'a jamais été défini que le corps doive se trouver dans un lieu précis, dans une position précise. Le seul truc qui est important, c'est que le corps ne doit pas vous gêner. Précisons que même en marchant, on peut méditer. Moi, il m'arrivait de méditer, justement, méditation cognitive, en me promenant en forêt, et ça ne me gênait pas du tout, dans le sens où le fait de marcher était dissocié d'avec la pensée. La méditation, c'est un état où le corps va être dissocié, en gros, d'avec la pensée. De ce fait, on se trouve dans un état normalement de concentration et non pas de dilatation ou de vagabondage d'esprit. C'est là où il y a le risque, c'est que si vous méditez entre guillemets, alors vous vous installez, peu importe, dans une pièce noire, une pièce bleue, une pièce jaune, et vous mettez assis, debout, couché, et en fait vous essayez de méditer. Seul problème, c'est que la plupart des gens, la méditation se solde par un effet d'attente ou de flottement de l'esprit. De ce fait, la personne va attaquer de flotter à l'intérieur de ses propres énergies, va essayer d'élever ses vibrations. Donc souvent, dans les pratiques classiques, on va dire, bon bah tiens, il faut dire la tel mantra, il faut se mettre un doigt dans l'œil, faire un truc comme ça avant de méditer, boire une petite boisson chaude, n'importe quoi. Donc, on cultive l'idée qu'il faut augmenter ses vibrations. Donc la personne se met en disposition, lâche un peu le corps et augmente ses vibrations. Si elle n'a pas de moyens techniques type Harium ou une mantra comme Om Mani Padme Hum ou des choses comme ça, bah, elle se concentre. Le fait de se concentrer, un être humain instinctivement va élever ses vibrations en se concentrant, mais le problème, où il va se concentrer où? Le problème est là. C'est tu te concentres, mais tu arrives où? Et tu arrives à quel niveau? Et tu fais quoi? Et là, on a le problème, c'est qu'à un moment donné, les personnes vont donc élever d'une manière ou d'une autre leur vibration, plus ou moins, et vont faire vagabonder leur esprit. En faisant vagabonder leur esprit, sans s'en apercevoir, ces personnes peuvent aller mentalement à la cueillette par l'éther, parce que là c'est
les méditations, c'est simplement que l'esprit va vagabonder, donc va utiliser l'éther sans le savoir, et va aller cueillir, on va dire, en fait, des fragments de pensée, va aller cueillir des fragments d'images, et va aller cueillir des fragments d'emmerde. Et oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous laissez vagabonder votre esprit et que vous vous mettez à disposition en élevant vos vibrations, vous pouvez arriver en haut, moyennement ci, moyennement là, mais surtout, vous pouvez vous faire manipuler. En méditation, il ne faut absolument pas vagabonder. Il ne faut absolument pas ne pas définir un sujet. Il ne faut absolument pas mettre à disposition votre esprit et chercher à voir des images ou chercher à en fait, être en contact avec on ne sait trop quoi en haut. C'est totalement proscrit dans le sens où vous vous connectez n'importe où. Et là, quand je dis n'importe où, vous pouvez monter en fait à travers votre corde d'argent sans vous en apercevoir. Vous pouvez monter dans des plans astraux plus ou moins hauts sans vous en apercevoir. Et vous pouvez même monter dans des sphères, on va dire, astrales ou métaphysiques très hautes, mais sans vous protéger et sans savoir ce que vous faites. Conclusion, à un moment donné, à n'importe quel étage de la vie des corps métaphysiques, vous allez vous promener, puisque vous êtes en disposition positive, vous ne savez pas où vous allez, donc votre esprit part, certaines parts de votre esprit par habitude de grimper à droite ou à gauche, ben, ils vont y aller, et vous allez vous retrouver en fait transporté à des endroits où vous allez pouvoir obtenir des informations, par exemple, des informations, des images, des choses comme ça, et vous allez vous choper des DD, des êtres astraux, et toute autre joyeuserie de ce genre, et vous allez vous ramener, vous allez redescendre, et votre méditation, alors avec une impression peut-être de ci, de ça c'est pas le problème, vous pouvez avoir des impressions, mais vous allez surtout vous ramener en fait une merde phénoménale, parce que par exemple, là à l'heure actuelle, avec les entités astrales qui se promènent partout, si vous méditez en vagabondage d'esprit, alors hop, vous vagabondez, et puis ensuite vous redescendez dans votre corps, votre esprit, bon, vous vous repénétrez de votre quotidien, on va dire, et vous ne vous apercevez pas que par exemple, il y a une très grosse entité astrale qui vous a vu passer, là, qui se dit oh le bel bait. Il vous fonce dessus, il se connecte à vous, comme il est malin, parce qu'il est quand même assez ancien, il ne va pas vous occuper directement, il va attendre que vous rentriez, il peut même vous jeter une petite touche de bien-être, une petite touche de joyeuseté ou de quoi que ce soit de ce genre, parce qu'en fait, les êtres astraux de très grosse importance en fait, manipulent très profondément l'humain. Le meilleur exemple, ce sont les bouddhistes en fait, qui, par exemple, atteignaient des états curieux. Alors bon, là, les exemples des états curieux, c'est par exemple le nirvana. Nirvana, état assez mal défini, dans le sens où pas très clair, en fait, c'est au cours d'une méditation qu'on atteint le nirvana. Le problème, c'est que le nirvana, c'est un lieu énergétique dans lequel on va monter, sans trop savoir si on est, si on n'y est pas. Et là, on va avoir un gentil dédé ou une gentille entité astrale qui va vous filer la banane. En gros, vous allez être super inspiré, vous allez être super guilleret, vous allez être au nirvana et vous allez croire que vous avez donc évolué. Absolument pas. En fait, vous venez de vous faire parasiter en fait par une gentille entité astrale qui va vous manipuler un certain temps, puisque l'effet n'est jamais, rarement, n'est jamais prolongé sur des années durant, mais ça peut durer quelques mois. C'est comme la montée de la Kundalini et toutes les pratiques métaphysiques liées à ces choses-là. Pour ma part, en fait, ayant gravité dans tous les niveaux métaphysiques disponibles en ce moment sur la planète Terre et bien plus loin dans le multivers et le métavers, en fait, il n'y a pas de montée de la Kundalini. C'est une pratique qui est exagérée et qui est souvent et en fait tout le temps en fait manipulée par des entités qui vont rentrer dans la personne, mettre des effets en route pour que la personne croit qu'il y a un truc métaphysique qui se passe. C'est comme les bouddhistes rapportaient par exemple des effets d'illumination spontanée, c'est-à-dire que le gars justement rentrait en méditation et il revenait de sa méditation, ça y est, il était illuminé, il était le Bouddha. Bouddha en ceinture noire, force 4, quatrième dan,
troisième moulin à prière et compagnie. Le problème, qu'est-ce qui s'était passé? En fait, le gars, il médite, il se concentre. Donc, comme il est bouddhiste, il connaît des mantras, des machins, il se concentre, il se concentre, il se concentre tellement bien qu'à un moment donné, il monte, il monte, il monte. Il croise un putain d'être astral qui se dit, bah alors lui, c'est le client, parce que l'être astral, il regarde dans la tête du bouddhiste, il voit alors bouddhisme, tibétain, Bouddha, oui, alors pratique métaphysique, patati, et donc l'être astral va lire dans l'esprit de la personne. Une fois qu'il se dit, bon, bah, celui-là, c'est le client, impeccable, je vais lui faire l'illumination automatique comme ça, il lui envoie un flash. Bon, moi, ils me l'ont déjà fait. Hein. Je vous avoue, en ce moment, dans l'astral, là, enfin bon, dans le, comment dire, dans l'éther des animaux astraux, là, des petits malins astrales, en fait m'attaquent en mettant des flashs, en essayant de se faire passer pour ci ou pour ça. Bon, moi, à chaque fois, quand je vois de la lumière, c'est, ah, tiens, de la lumière. Non, c'est rare. Et du coup, j'attrape, coup de boule dans la gueule, et je l'éclate. Bon, ça, c'est plus ou moins coriace, ces petites bestes-là. Donc, c'est plus ou moins difficile à tuer. Mais là, on parle d'entités énormes. Hein, on parle d'entités qui sont bien plus vastes énergétiquement qu'un être humain normal, ou même qu'un jardinier de la Terre inexpérimenté. Donc, en fait, le bouddhiste médite, il fait sa petite méditation, mais son esprit flotte. Il monte, il monte, il monte, il monte. Et tout d'un coup, un simple Sheila, puisque c'était les élèves à cette époque-là, fait une méditation sur rien et sur tout, redescend, et là, il se prend pour Dieu le Père, Bouddha, tout le monde à la fois, le grand 13e, l'Observant, Shinobu, tout. Hop, il se prend pour tout ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'entité, à un moment donné, investit tout l'extérieur de la personne, se greffe dessus, tel un Dédé, hein, se greffe dessus et va commencer à manipuler l'individu. À tel point que l'entité peut mettre en route en fait des explosions énergétiques. L'idée du serpent là qui mord la tête, il faut illuminer il faut agiter son kundalini seulement avec un grand maître pour qu'il t'apprenne ci, ça. En fait, le problème, c'est que ce sont des énergies naturelles qui se déploient normalement, naturellement, quand on en a besoin, tout simplement. Une mère de famille qui va devoir soulever un camion pour sauver sa fille, elle arrive, elle met la Kundalini en route, elle puise une tonne de puissance dans l'éther, elle transfère à sa volonté, et ensuite elle soulève un camion qui roule et le jette pour sauver sa fille. Elle a fait une poussée de Kundalini programmée par la Dhyatma, donc parfaitement maîtrisée. Elle aurait dû mourir broyée par l'impact, mais en fait, l'énergie de la Kundalini a compensé en modifiant entre guillemets la structure physique de l'individu, mais surtout en modifiant les règles en fait de pesanteur, de force, de poussée. En fait, la Kundalini peut effectivement sauver une vie, tout simplement dans des cas extrêmes. Donc c'est ce qu'on va appeler des événements spéciaux et qui sont naturels et qu'on peut exploiter par la suite si on développe des moyens métaphysiques. On va utiliser l'énergie disponible par les chakras et simplement, il n'y aura pas de serpent qui mord le cerveau. C'est totalement faux. Quand le serpent mord le cerveau, c'est qu'on est monté bêtement faire une pseudo-méditation débile dans laquelle on a l'esprit qui flotte. Et là, le serpent, effectivement, il monte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est manipulé par un gros être astral ou un gros dédé. Là, plus facilement, en général, par un être astral de très haut niveau, qui va trouver un bon client et qui va déclencher un processus artificiel de montée énergétique au mauvais moment, sans qu'il y ait nécessité de consommer cette énergie. Là, on va cataloguer toutes les pratiques d'éveil de la Kundalini par la force physique. Hein, on essaye de créer un impact physique sur le corps. On se suspend des pierres aux testicules et puis on se jette par terre pour en fait faire monter la Kundalini, ou on fait des mantras Kundalini, ou du yoga Kundalini, ou en fait des actes sexuels Kundalini. Tout ça, ça reste du folklore, tout ça, ça reste en fait totalement faux. Et quand il y a eu une impression de quelque chose, ça a toujours été, que ça soit dans la sexualité Kundalini ou que ça soit dans le yoga Kundalini, machin truc bidule, ça a toujours été un dédé ou une entité astrale qui a pris possession en fait du lieu. Donc
il investit la personne, il va déclencher des mécanismes brutaux jusqu'à brutaliser mentalement la personne. Par exemple, Alexandra David Neil Anderson en a fait l'expérience. Elle a été au Tibet, elle a appris des pseudo-techniques de méditation et à la fin de sa vie, elle était complètement moins. Comme toutes les personnes qui pratiquent certaines choses, en fait, sans surveillance, effectivement, à un moment donné, on peut se griller quelques circuits, tout simplement parce que les entités astrales, elles vont se fendre la gueule et elles vont griller les personnes parce que ça les fait marrer, c'est tout. Puis il y a de l'énergie à récupérer, puis on manipule, on fait des choses sombres, c'est à ça que sert l'astral, c'est comme ça. Donc, enfin, l'astral, des grosses bêtes. Après, l'astral commun, c'est juste pour se promener. Donc, l'idée est là, c'est que si une méditation est mal organisée, on va pouvoir dévier sur n'importe quel abus d'une entité sur soi-même, et après, c'est très compliqué de se séparer de l'entité, surtout si on ne va pas dans les terres et qu'on a des petits soucis du coup comme ça. L'entité peut squatter une semaine, un mois, un an, plusieurs années, c'est plus rare, mais ça peut arriver. On a des gens comme ça qui vont littéralement changer d'état, c'est-à-dire qu'ils vont être, le petit gars qui faisait ses petites pratiques métaphysiques chez lui, puis il va devenir complètement débile, genre illuminé, hein. On a des personnes qui partent dans l'illumination, donc là on parle de personnes qui pètent les plombs et qui se prennent pour, hein, Bouddha, Jésus, tout ce que tu veux. Donc là, ces personnes-là sont irrécupérables en général parce que de toute façon l'entité a foutu le bordel dans l'énergie et littéralement possède l'individu, et la montée du Kundalini a juste servi à griller, on va dire, certaines connexions métaphysiques de façon à ce que la personne soit manipulable. Donc ne pas méditer en faisant flotter son esprit, en s'imaginant faire quoi que ce soit. Non, non. La méditation, il n'y a qu'une seule forme de méditation qui fonctionne et qui est rentable pour l'individu qui va pratiquer la méditation. Cette méditation, c'est ce qu'on appelle la méditation cognitive. Donc, le but, c'est d'améliorer les performances cérébrales et vibratoires d'individus à travers une certaine discipline. Donc, c'est très simple. Alors, il y a 3 stades de méditation à ce niveau-là. Le 3e, je vous le dis tout de suite, est inatteignable, puisqu'en fait, il faut décorporer et ensuite méditer quand on décorpore. C'est ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Et dans cette méditation transcendantale se cachent encore, en fait, des pièges que certains bouddhistes ont expérimentés, comme Lobsang, Mingyar, le grand 13e. Ils ont expérimenté ces méditations, plein d'initiés comme ça ont expérimenté ces méditations, et se sont rendus compte, en fait, puisque moi je les croise quand je vais les voir dans l'astral, en fait, se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir. Donc en fait, ils croyaient qu'ils étaient allés voir Dieu le Père quelque part, et en fait, ils n'étaient qu'à un endroit très précis de la création que nous on visite régulièrement. Et je vais vous dire, ça casse pas 3 pattes à un lapin, mais simplement quand on y monte dans l'astral, on peut se faire avoir et on peut se faire vendre un âne en sac. Donc pour le moment, et de toute façon, définitivement, je ne proposerai jamais de méditation transcendantale. Ça, c'est quelque chose qui peut-être peut être abordé, mais bien plus tard pour l'humanité. Pour l'instant, c'est à laisser de côté. Et de toute façon, je doute réellement que ça serve à quelque chose. Donc bon, là, la méditation, vous en avez 2 stades, réellement. Donc la petite méditation, on va dire, donc petite méditation cognitive, vous pouvez littéralement le faire en faisant la vaisselle, vos petites choses du quotidien, ou vous installez tranquillement, mais sans plus. Et là, vous allez choisir des sujets. Alors, pour bien faire, entre guillemets, vous choisissez Alors, les petites méditations, c'est sur les petits sujets, et les grandes méditations, c'est sur des grands sujets. Certaines personnes auront besoin, sur la grande méditation, le 2e stade, de poser le corps, vraiment s'allonger pour pouvoir mettre en route la machine. D'autres personnes plus avancées, qui arrivent à bien dissocier le corps de l'esprit, en fait, vont pouvoir, par exemple, se faire une promenade. Au-delà de ça, c'est la promenade en forêt, d'accord. Au-delà de ça, en faisant du sport, en courant, en faisant n'importe quel exercice ou quelque chose qui vous prend de l'attention, c'est impossible. Il n'y a vraiment que la promenade en forêt, en 2e stade de méditation, qui peut être pratiquée, rien d'autre. Et ensuite, c'est surtout le calme pour le corps. Donc, 1er stade de méditation, vous allez choisir des petits sujets de la vie courante, ce qui vous plaît. Alors, les petits sujets, c'est les petits sujets de la vie courante, mais c'est aussi les petits sujets de la pensée courante.
C'est-à-dire que vous allez choisir, par exemple, la faim, avoir faim, ou vous allez choisir le besoin de se nourrir, par exemple. Donc, vous choisissez un sujet. Dans le premier stade de méditation, on ne va pas vraiment se préparer parce que c'est un sujet pas très important, ça ne va pas durer très longtemps. La méditation peut durer 1 à 2 heures, on va dire, et le sujet n'étant pas extrêmement prenant, c'est pas un problème. Vous allez pouvoir vaquer, on va dire, à des occupations simples. Encore une fois, il ne faudra pas que ça soit trop physique. Si vous êtes en train de tricoter, une petite dame de 80 ans qui tricote, elle peut méditer. Mais pas question de faire de l'écran ou des choses comme ça. Bon, plutôt de la promenade, pareil, ou vous vous installez, vous faites un petit sujet. Le petit sujet, ça sera l'état recherché. C'est une dissociation corps-esprit. Donc, votre corps, pendant qu'il est en train de faire quelque chose, donc plutôt une promenade ou s'allonger, ou s'asseoir, peu importe, les yeux ouverts ou les yeux fermés, là, ça dépend complètement de vous. Si vous dissociez, par exemple, ce que vous voyez, vous ne regardez pas. Vous pouvez avoir les yeux ouverts en regardant plus loin que le paysage ou que le lieu dans lequel vous êtes. Ça n'a pas d'importance. Là, l'idée, c'est simplement de battre le sujet un petit peu. En fait, il va falloir organiser donc une réflexion méditative. Alors, l'idée, c'est de rapprocher le fait que vous élevez légèrement vos vibrations. De ce fait, vous commencez à réfléchir sujet par exemple de l'alimentation, la nourriture sur Terre, admettons, la nourriture des humains, comment mangent les humains, pourquoi, comment. Donc sujet qui peut être limité ou un peu plus vaste, ça dépend comment vous méditez. Le sujet, si vous faites une petite méditation, donc vous allez vous baser sur les choses simples de ce sujet, ou vous allez élargir jusqu'à aller jusqu'à l'alimentation cosmique d'un être humain par l'énergie. Donc bon, l'idée c'est ça, c'est la profondeur un petit peu. Les Tibétains testaient par exemple la profondeur de méditation d'un élève en faisant cramer un petit bout d'encens sur le crâne, comme ils étaient tondus. Moi, j'ai plus besoin, mais en fait, les gamins, on les tondait, on mettait un petit bout d'encens, mais ils posaient un petit bâton d'encens, et l'élève devait méditer suffisamment profondément pour que quand l'encens touchait le crâne et commençait à brûler la peau, l'élève était suffisamment concentré dans l'esprit, on va dire, pour ne pas porter attention au fait que ça brûle la peau de son crâne. Bon, c'était pas très douloureux, mais c'est quand même l'encens, ça chauffe bien. Donc c'était le test. Ensuite, le moine, il voyait que ça cramait. Bon, il retirait le bout d'encens. C'était bon. L'élève méditait. Il n'était pas simplement assoupi. Donc, l'idée, c'est qu'une petite méditation, vous allez définir un sujet et vous allez, en fait, aborder ce sujet à la fois par l'esprit, mais par aussi les sentiments que en fait, ce que ça procure. Par exemple, si on va parler d'alimentation, vous allez vous dire, tiens, la nourriture pour l'être humain, vous allez simplement voir le côté, je me nourris. Bon, la réflexion va vous emmener sur le fait je me nourris quand j'ai faim. Bon, je me nourris par habitude, parce que c'est des heures définies pour les humains. Et puis, vous allez penser en même temps que vous pensez, vous allez ressentir. C'est ça la méditation, c'est penser, ressentir, vivre ce que vous réfléchissez. De ce fait, au moment où vous abordez la faim, vous allez sentir que vous avez faim. Et ensuite, vous allez penser que vous êtes rassasié. Vous allez définir le concept du rassasiement. Vous allez dire, oui, c'est quand on a mangé suffisamment, le corps donne un message, on est rassasié. Bon, voilà, c'est un phénomène naturel. Donc, vous commencez à réfléchir comme ça à ces choses-là, et vous allez vous mettre dans les états. Donc, l'idée, c'est ça, c'est expérimenter une pensée. Alors, il faut savoir que cette pensée, normalement, ne doit pas cesser. C'est là la méditation, avec la différence de réfléchir. Quand vous êtes en état de méditation, votre flux de pensée va se concentrer. Et vous n'allez pas cesser de penser. Souvent, un être humain, il pense à quelque chose, il arrête, il pense à quelque chose, il arrête, il pense à quelque chose, il arrête. C'est des coupures mentales assez classiques, c'est une sorte d'économie. On a remarqué chez les enfants, par exemple, qu'à l'école, un cours devait durer 45 minutes. Parce qu'au-delà de 45 minutes, l'élève, à un moment donné, hop, il a du mal à rester concentré parce que ça dépasse la période totale où un enfant ou un adulte peut commencer à véritablement fixer son attention sur un point précis. Bon, là, c'est un peu le même principe, justement, mais on va simplement décaler ce phénomène pour pouvoir méditer 2 heures. Donc, réfléchir à un problème,
rentrer en résonance avec ce problème ou ce sujet. Vous pouvez faire des petites méditations, vous pouvez vous demander si vous avez déjà été animal, qu'est-ce que ça vit, qu'est-ce que ça pense, un animal, qu'est-ce que ça souffre, qu'est-ce que ça souffre pas. Vous pouvez prendre des exemples. Là, quand vous méditez, par exemple, vous prenez les exemples de tout ce que vous avez en tête. C'est-à-dire, vous puisez dans votre mémoire, donc vous utilisez les terres, sans vous en rendre compte. Donc vous puisez dans vos mémoires, tiens, le chien, une fois, je l'ai vu faire ça, il avait l'air de ressentir ci, de ressentir ça. Vous pouvez vous mettre à la place du petit chien, du petit chat, du petit oiseau, de la vache, du veau, de la dinde, du cochon. Donc, si vous faites une méditation sur les sentiments des animaux, vous allez essayer, en fait, de vous mettre à la place de pénétrer mentalement le fait d'être un petit cochon, une petite vache, une petite poule, et en fait avoir des sentiments, réfléchir, vous sentir, en fait vous sentir cheval, vous sentir vache, vous sentir lapin, et réfléchir en fait comme eux. Pourquoi je suis un petit lapin, comment je vis ma vie, des choses comme ça. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, sans le savoir, la méditation simplement vous fait puiser dans les canaux de la mémoire vos différentes vies antérieures et les expériences que vous avez pu justement avoir en tant qu'animaux ou quoi que ce soit. Donc, vous puisez sans le savoir dans la mémoire profonde de votre être et vous ramenez les sentiments. En fait, vous faites de l'éther, quand vous méditez, en fait, vous êtes dans l'éther, mais vous en apercevez pas. Mais dans l'éther, comme vous poursuivez votre méditation par le mental, donc vous restez au cognitif, donc vous dites je suis le petit lapin, donc je fais ci, je fais ça, vous pouvez vous arrêter 5 minutes de parler dans votre tête et vous ressentez l'impression du petit lapin quand il a trouvé quelque chose à manger, des choses comme ça. En fait, vous ressentez, vous pouvez avoir des images dans la méditation, puisqu'en fait vous êtes dans l'éther. Ça va dépendre de la connexion de chacun. Et vous pouvez donc continuer de réfléchir à la continuité de votre méditation. Vous continuez à avoir des expériences, que ça soit sur la vie des animaux, la faim ou des choses comme ça. Vous continuez d'approvisionner votre méditation en réflexion. Et ce, pendant au moins 1h30, 2 heures. En fait, la méditation, c'est ça. C'est pas une méditation de 30 minutes. Non, c'est pas de la méditation, c'est une perte de temps. Par exemple, je médite 30 minutes, vous n'avez rien fait. La connexion méditative, c'est d'arriver à maintenir un flux de pensée pendant à peu près 1h30, 2 heures. Les grandes méditations, entre guillemets, cognitives, donc les un peu plus profondes, donc avec des effets de révélation, entre guillemets, simplement que vous allez puiser, encore une fois, dans l'éther, un souvenir, et en fait le souvenir vous revient et ça vous claque dans la tête et vous dites ah oui mais c'est vrai, c'est comme ça. Donc bon, vous discutez avec vous-même pour de vrai dans une méditation, vous discutez avec votre base de données, donc votre mémoire, donc l'éther en fait, et vous discutez avec vos différents corps de tel ou tel sujet. Parfois l'un des corps entre guillemets sait mieux que vous certaines choses et vous propose quelque chose. Donc quand on médite, petit stade, on va méditer en se promenant ou en s'asseyant, peu importe, mais on va donc réfléchir à un sujet, analyser le sujet mentalement, et en même temps, quand on passe à travers les différentes phases du sujet, on va essayer de se connecter aux phases sur le plan de l'émotionnel, sur les plans de l'énergie, sur le plan de l'ensemble des perceptions, jusqu'à peut-être voir une image ou un truc comme ça. Le deuxième stade de méditation, c'est simplement que vous allez allonger la période de méditation et vous allez prendre des sujets plus complexes, plus grands, entre guillemets. Par exemple, bon, la méditation sur l'amour, par exemple, je vais être obligé de faire une vidéo sur le mot amour, un mot qui m'énerve par excellence, mais en fait, là, je vais être obligé de préparer, je ferai donc des petites catégories très précises, et donc vous pouvez méditer sur l'amour. Moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà médité sur l'amour, justement, c'est pour ça que ce mot est un mot très incomplet. Donc une méditation sur l'amour, sur par exemple l'incarnation, l'incarnation, pourquoi s'incarner, comment s'incarner. Donc vous ne puiserez dans une méditation que les connaissances que vous avez. Et ensuite, vous pouvez puiser des connaissances qui vous appartiennent, mais d'avant. Donc, vous allez réfléchir, vous allez penser à l'incarnation, par exemple, vous allez donc
penser continuellement au même sujet, l'incarnation. Grande méditation, bon bah là je vous conseille plus de vous allonger, de vous mettre décontracté, assis ou allongé, le corps ne doit pas vous gêner. Seuls certains peuvent méditer en se promenant, mais dans ce cas-là, il ne faut pas croiser de personnes, pas trop. Franchement, il faut être dans une forêt vraiment où vous êtes tranquille et un terrain qui ne vous gêne pas. Vous pouvez vous promener 3-4 heures sans croiser personne. C'est faisable, en forêt, il n'y a plus grand monde, tout le monde s'en cogne complètement de la nature. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que vous pouvez donc méditer sur un grand sujet. Là, le sujet, il faudra parfois le préparer un peu, c'est-à-dire, hop, vous prenez votre sujet, l'incarnation, et vous allez déjà préparer, dire, bon, bah, en réfléchissant un peu, vous allez vous dire, bon, l'incarnation, ça se divise, s'incarner en animal, en être humain, s'incarner, la suite, vous préparez un peu vos phases. Donc là, vous faites une grande méditation, donc vous avez déjà un sujet plus vaste. Encore une fois, ça va être de toute façon de réfléchir. Vous allez commencer, donc je me suis incarné, par exemple, je me suis incarné, pourquoi pour l'expérience, par exemple, je suis venu expérimenter des choses dans ce nouveau corps, dans ce nouvel esprit, pour pouvoir méditer aussi, et ensuite, à quoi m'a servi cette incarnation jusque-là, à quoi me serviront les prochaines, et ensuite, si je dois me rappeler de mes incarnations, est-ce que c'est possible, est-ce que si, est-ce que ça, donc vous commencez, vous suivez votre petit schéma que vous vous êtes préfixé, et vous réfléchissez. Et le but, comme dans la première, c'est de toute façon réfléchir, réfléchir, réfléchir. Ne pas s'interrompre. C'est-à-dire que l'esprit doit rester tendu sur un seul fil. Et au fur et à mesure que vous tendez votre esprit, comme ça, sur les deux méditations, vous tendez votre esprit, en fait, vous obtenez un fil conducteur. Ce fil conducteur va vous faire accéder à une certaine rapidité. La première méditation, vous pouvez trouver la rapidité, mais la deuxième, normalement, au fur et à mesure que vous pratiquez des méditations, vous trouvez la rapidité de pensée. C'est-à-dire que votre esprit va se mettre à fonctionner légèrement plus vite et vous allez commencer à, comme si vous feuilletez un livre, vous allez commencer à feuilleter beaucoup plus vite votre esprit. Et là, vous allez commencer à vous pensez, vous allez accélérer votre pensée légèrement de façon à pouvoir méditer plus vite. Au passage, vous allez avoir accès, bien sûr, à vos informations personnelles. Donc, vous allez, tout est un problème de pensée. Donc là, vous organisez vos pensées, vous essayez d'étaler le plus possible le panel des possibilités de votre réflexion. Et vous allez donc aborder vos sujets. Et dans l'incarnation, vous allez vous dire, dans l'incarnation, j'étais heureux, malheureux. Vous allez ressentir la joie, entre guillemets, vous allez ressentir tous les petits malheurs du monde sur une incarnation. Pourquoi? Parce que vous allez puiser dans vos mémoires, donc dans l'éther. Vous allez vous connecter à vos différents corps et vous allez commencer à interroger tous vos corps. Donc, l'information va arriver. Le but profond de la méditation, c'est d'arriver à éplucher un sujet et former votre esprit à rester concentré. C'est une façon de concentrer l'esprit de son la puissance de son esprit, on la concentre sur une pensée précise, en un seul endroit, en une seule fois. On peut, par exemple, ne pas arrêter de penser pendant 4 heures d'affilée. Pendant 4 heures, vous allez penser. Ça ne demande plus tellement d'efforts à force. C'est pas, on va dire, c'est pas un grand problème. Au début, oui, vous allez avoir tendance, votre esprit, par nature, va dire, hop, on fait une petite pause, hop, on arrête. La méditation, c'est ça. C'est l'esprit va continuer de penser, va continuer de chercher, de trouver, de brasser, on va dire donc, toutes les explications, toutes les questions, toutes les réponses. Il va continuer. Encore. Donc, vous allez aborder cette méditation, par exemple, sur l'incarnation. Vous allez la faire une fois. Vous allez passer 3 heures, par exemple, 3 heures pour sa méditation. Vous voyez tous les trucs, vous ressentez, vous ci, vous ça. 6 mois plus tard, vous pouvez refaire la même. Si vous avez fait d'autres méditations entre les deux, vous apercevrez que vous allez faire 3h30 ou 4 heures sur la même méditation et que vous allez trouver d'autres, on va dire, sujets, d'autres élaborations d'esprit. Vous allez compléter. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre esprit va se mettre à maturer. Comment mature l'esprit? Tout simplement en se connectant à l'éther. La méditation, c'est un outil en fait d'analyse de tout ce que vous avez vécu. Donc, mais il faut rester discursif.
il faut rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Pas de flottement, pas d'inspiration, vous discutez avec vous-même, entre guillemets. En fait, quelque part, la discussion se fait entre votre esprit inférieur, vous, le conscient, et votre esprit supérieur, un peu au-dessus. Quand on a accès finalement à l'esprit du dessus, là, hors écran, hop, on va chercher les informations au-dessus, et on commence à puiser dans de l'information qui normalement n'est pas accessible. Certaines personnes y ont accès, par exemple, les gens qui se souviennent de leur vie antérieure, des choses comme ça, ont accès à certaines informations, pas tout. Hein, c'est toutes les personnes qui vous disent qu'ils se souviennent de tout ont parfaitement tort, puisqu'ils ne se souviennent pas de tout. Mais bon, donc l'idée c'est ça, c'est que pendant que votre méditation est en cours, vous puisez dans l'ensemble de vos incarnations, et même dans les incarnations voisines, vous puisez de l'information. Dans l'éther, puisque la mémoire se trouve en fait être l'éther lui-même, de ce fait, vous allez puiser. Vous pouvez faire une méditation sur qu'est-ce que c'est d'être la planète Terre, alors que vous ne l'êtes pas. Donc vous méditez sur « je suis une planète ». Bon, en tant que planète, comment dois-je réfléchir, penser, ceci, cela, et vous pouvez simplement vous connecter à l'idée d'être une planète. Donc en fait, vous allez puiser dans l'univers, par exemple, vous allez puiser dans l'univers, dans l'éther, vous allez puiser l'idée, le fond d'idée de ce que c'est d'être une planète. Comprendre le fonctionnement de la planète elle-même, la gestion de sa croûte terrestre, la gestion de ses énergies telluriques, la gestion de son agartha, des trucs comme ça, quoi. Donc en fait, l'idée c'est qu'il n'y a pas de sujet qu'on puisse exclure, parce que c'est de la lecture, de l'information à travers le fait de réfléchir et de maîtriser les choses. Dans la méditation, peut s'inviter une idée. Alors, il faut faire très attention, en fait. Bon, vous restez, comme vous êtes concentré, vous restez sur le fait de connaître, savoir et véritablement cibler toujours compréhension, élaboration de pensée. S'il y a des idées parasites qui viennent, ce qui pourrait arriver de nos jours avec les gentils astraux qui vont et qui viennent, en fait, vous devez rester concentré sur votre méditation. C'est-à-dire, vous méditez sur être une planète ou être incarné. Donc, vous conservez le sujet, et vous continuez. Au bout d'un certain temps, bon, vous battez le sujet, vous battez le sujet, et vous avez ressenti tout un tas de choses, vous vous êtes pris pour une planète, vous avez ressenti toutes vos incarnations, pas forcément, mais le principe, c'est qu'on a fait une expérience dans ce genre. Donc, vous avez, pendant 3 heures, 4 heures, réfléchi, et à un moment donné, bon, vous voyez que le sujet s'approche de la fin, vous sentez que vous n'avez plus rien à dire, entre guillemets. Votre mental semble avoir fait le tour. Donc, en fait, bon, voilà, vous commencez à achever votre méditation. Bon, là, oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, vous repassez un peu les trucs. Donc, il faut savoir que quand on médite, on améliore un petit peu, on rehausse son mental et on est un peu plus concentré. C'est une manière d'être concentré et bien fixé sur son sujet sans faire de pause. Alors, l'exercice de la méditation, une fois que la méditation s'achève, bon, vous voyez que la méditation, a priori, tout a été traité. Donc, bon, voilà, vous avez traité selon chaque personne, ça va être traité différemment, bien sûr. La méditation sera plus ou moins longue et plus ou moins réussie, entre guillemets. Et l'intérêt, c'est que vous verrez qu'à force de méditer, vous méditerez plus longtemps, vous serez plus rapide et vous trouverez plus de sujets à aborder par sujet. Tout simplement par expérience. Vous allez amplifier votre capacité mentale à vous concentrer et à guider votre esprit. Puisqu'en fait, la plupart des gens n'exercent pas leur esprit, donc l'esprit est non exercé, non entraîné, donc quand il s'agit de se concentrer sur un sujet, ils sont pas forts, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Plus on médite, plus le mental se renforce. Donc la force de conviction et l'habitude de battre les sujets les uns après les autres, en fait, on renforce sa propre intelligence, entre guillemets. Toujours faire attention à l'effet melon, tac, faut pas trop melonner non plus. Peu importe ce que l'on médite, on doit garder pour soi ses méditations, on peut converser, on va dire, avec quelqu'un, mais l'intérêt, c'est pas de dire, moi je suis le meilleur, j'ai médité sur tous les sujets, je suis trop fort. Non, c'est un exercice personnel.
vous méditez sur tel et tel sujet, bon, c'est des exercices que vous pouvez renouveler. La méditation sur la haine, la guerre, l'amour, être une planète ou être un univers ou être incarné, vous pouvez les refaire régulièrement. Et vous verrez que normalement, vous les allongez et vous les complétez. Ce qui veut dire que vous allez encore évoluer dans la façon d'élaborer vos propres pensées et de trouver des branches à observer dans vos pensées. Donc, la méditation doit être guidée par l'esprit conscient, doit rester tendu sur le sujet et on exploite. La méditation, ce n'est pas le fait de dire ah bah oui, donc scientifiquement, la Terre est ronde parce que patati. Non, non. Il y a aussi le côté branchement. On se branche sur les impressions. On peut avoir des impressions. Vous pouvez avoir l'impression de vous être incarné et vous avez l'impression de voir plein d'incarnations. Je me sens m'être incarné 1000 fois, par exemple. Bon, bah vous pouvez avoir cette impression. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir été incarné dans un arbre. Donc, par exemple, vous pouvez, à un moment donné, vous vous retrouvez dans la situation où vous vous sentez tout grand et vous avez l'impression de regarder en bas et de vous dire « Ah, je vois les feuilles, je vois mes branches. » Voilà. La méditation, c'est ça. C'est, on va dire, un moment où vous allez vous connecter avec ce qui est à vous, vos propres expériences, et en même temps, vous pouvez aller vous connecter, une expérience que vous n'avez pas eue, par exemple, être une planète. Vous n'avez pas forcément été une planète, c'est un truc qui vient bien plus tard, c'est pas tous les jours surtout, ça, c'est un peu statique comme type d'incarnation. Donc l'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez vous connecter à l'esprit des planètes, entre guillemets, et donc analyser le concept d'être une planète dans un univers avec des soleils, avec des galaxies, des interstices entre les deux. Donc vous pouvez méditer sur le fait d'être un univers, et après vous pouvez méditer sur le fait d'être un multivers en soi. Donc l'idée, elle est là, c'est qu'en fait, c'est une pensée qui analyse. C'est une analyse cognitive. On n'est pas dans le fantasme. Même si parfois on va tomber sur des pensées qui paraissent faux-folles. Par exemple, j'ai été un arbre, je me vois ou je me sens. Parce qu'il faut bien dire, dans la méditation comme dans l'éther, on n'est pas obligé de voir. On n'est pas obligé de voir un tronc, des branches, des trucs comme ça. Non, on peut simplement avoir l'impression de se pencher et de se dire, tiens, je suis un arbre. Donc, l'impression, c'est l'impression d'être dans un arbre, l'impression d'avoir des feuilles, l'impression de sentir le vent. Donc, on peut analyser le fait de s'incarner, par exemple, dans un arbre et de se dire, ah ben tiens, ça avait l'air sympa, patati patata. Donc, réfléchir à cette incarnation. Est-ce qu'elle m'a été utile? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Dans une autre incarnation, vous serez un écureuil et vous vous sentirez tout petit, vous vous sentirez tout vif. Et en même temps, vous pourrez vous connecter à l'impression qui date d'il y a un quart d'heure, 3/4 d'heure, que vous étiez un arbre. Et vous dire, tiens, c'est marrant, effectivement, quand j'étais un arbre, des petits écureuils venaient courir sur mes branches. Et je les sentais. Et en fait, du coup, quand vous êtes en train de méditer que vous êtes un écureuil, par exemple, ah, j'étais un écureuil sur une incarnation, après vous revenez dans votre idée, vous revenez sur le fait que vous étiez l'arbre et l'écureuil, vous avez été les deux, donc vous vous êtes pas côtoyé, mais en tout cas, vous avez occupé le même espace, en fait, parfois, qu'un arbre et qu'un écureuil, et vous avez donc eu deux expériences différentes, avoir un écureuil sur soi et être un écureuil sur un arbre. Donc, la méditation, c'est ça, c'est voir les choses de la façon dont l'esprit, en fait, veut les voir à travers la méditation. Tout ça, c'est une question d'ouverture, bien sûr, d'esprit. Quelqu'un qui est extrêmement pragmatique, carré, bien rectangulaire, avec des angles bien vifs, va faire des méditations de sa personnalité. Quelqu'un qui est très arrondi, qui est très ouvert à tout un tas de choses, va faire des méditations très ouvertes à tout un tas de notions. Après, il ne faut absolument pas partir sur des sujets délirants, il faut essayer de partir sur des sujets sérieux. L'incarnation, ça reste sérieux quand même, hein, quoi qu'il arrive. Même s'incarner dans une planète, ça reste assez sérieux, métaphysiquement parlant, c'est faisable. Donc en fait, les sujets sérieux, c'est simplement des sujets importants, des sujets vastes, des sujets intelligents. Méditer sur la fonctionnalité d'un iPhone, je ne sais pas trop quoi, S18, là, en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'intérêt d'une méditation, c'est de faire évoluer votre esprit dans des conditions de discursivité. Donc, vous devenez de plus en plus discursif, vous renforcez votre capacité à penser, vous renforcez votre mémoire,
hein. Moi, j'ai la maladie, entre guillemets, de méditer tout le temps. J'admets les choses, hein. Donc c'est une maladie, parce que j'ai médité volontairement, mais je méditais déjà naturellement, très volontairement, tout le temps. C'est-à-dire que j'aborde un sujet et je ne cesse de battre le sujet jusqu'à avoir fait le tour du sujet. Et ça, je le fais en faisant mon jardin, je le fais en me promenant. Bon, j'ai plus le temps de me promener, donc je le fais en faisant mon jardin, ou en faisant même du bois, vous voyez. En fait, je réfléchis, hop, 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 je prends. Et en fait, je suis tout le temps en train de... c'est un exercice, ça n'est pas un yo-yotage. Il faut pas... Attention, là, on parle d'une pensée. Il y a des fois, je suis obligé d'interrompre ma petite méditation, mais je reprends. Tac, je reprends le flux de pensée, je me reconnecte, tac, et je repars sur la méditation, le truc qui est en cours. Là, par exemple, comme je suis en train de préparer le sujet sur l'amour, hein, je réfléchis parfois pendant 1 heure. Ensuite, je le range parce que j'ai plus le temps. Je suis en train de faire quelque chose de trop sérieux. Là, je ne peux pas réfléchir à tout ça. Mais l'idée est là, c'est qu'en fait, là, quand je vous parle, en gros, j'utilise la fréquence de la méditation. C'est-à-dire que je laisse les pensées sortir, je laisse l'explication se faire. C'est une méditation à bouche ouverte avec une déconnexion, on va dire, des impressions extérieures. C'est-à-dire que le corps est là, il bouge, mais néanmoins, en fait, j'utilise les fonctionnalités de la méditation. C'est-à-dire un esprit qui va réfléchir, selon mes connaissances. Vous n'irez jamais plus loin en méditation que, en gros, la connaissance du jour. Si vous ne savez pas certaines choses, vous pouvez quand même les imaginer, les perspectiver. Certaines connaissances peuvent venir à vous parce qu'elles sont vraiment très très proches, ou légèrement oubliées parce que vous avez entendu quelque part tel truc, mais vous l'avez oublié. En méditant, cette connaissance peut tout d'un coup réapparaître et vous pouvez vous en servir. Donc vous allez vous apercevoir, mais tiens, ça je le savais en fait, mais vous l'aviez simplement oublié. La méditation va renforcer l'accès à la mémoire, donc l'accès à l'éther. Simplement, ça permet d'ouvrir le canal en fait, qui permet de communiquer avec la mémoire, avec la concentration et le renforcement. Ça renforce la personnalité, ça renforce l'énergie et ça renforce véritablement l'ensemble de la cohésion mentale, donc de l'énergie mentale qui est utilisée par une personne. Les gens qui méditent sont plus forts mentalement. Plus forts, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus têtus, non, ils sont plus forts. Il y a une force mentale, une force tranquille, entre guillemets, si on veut. Et en fait, disons que par rapport à des événements, ils vont être moins en but à paniquer, moins en but à s'encolérer, moins en but à faire tout un tas de choses. Pourquoi? Parce qu'ils méditent. La méditation éduque l'esprit. Vous éduquez votre esprit à se comporter d'une certaine manière. Donc, en gros, vous poussez tout ce qui gêne et vous méditez sur un seul sujet qui, lui, peut s'élargir à l'infini. Donc, l'intérêt est là. Donc, 2 formes de méditation. Le but, toujours, étant, en fait, de rester concentré et de paneliser ce qu'on fait. C'est-à-dire sentiments, impressions, parfois peut-être des petites visions, des choses comme ça. En fait, voilà. Mais sous le contrôle de la pensée. C'est là où c'est indispensable. On ne médite pas sans contrôle. On est là, on est présent et on réfléchit et on met le sujet en place. On crée un fil conducteur, c'est la pensée qui dirige. Si on ne dirige pas sa pensée, si on se met à flotter, comme ça peut arriver en ce moment, si vous flottez, ça veut dire qu'il y a un être astral qui prend les commandes et qui essaye de vous faire virer de votre méditation. Bon. À l'heure actuelle, j'excuserai toute personne qui médite et qui est emmerdée par un être astral, puisque ces messieurs et ces dames sont extrêmement, enfin ces messieurs ou dames d'ailleurs, on ne sait pas trop, mais sont extrêmement chiants et effectivement peuvent amener, même dans une méditation voulue, peuvent amener des flottements, tout simplement parce qu'en fait ils sont extrêmement casse-pieds et assez puissants. Donc bon, c'est pas une mauvaise période pour méditer, pas du tout, mais ça renforcera votre esprit, mais ne le faites jamais en flottaison, ne vous laissez jamais avoir à faire autre chose que de suivre un sujet précis. Parce que c'est là la clé d'une méditation réussie. Même si vous êtes gêné par quelqu'un qui débarque et qui coupe votre méditation, ça n'a aucune importance dans le sens où ça ne casse rien. Vous êtes dans l'éther sans le savoir en fait, mais vous réfléchissez, vous collectez les informations, vous battez toute l'information dans tous les sens, jusqu'à ce que tout devienne logique, organisé, pratique et intelligent. Voilà. Mais
si quelqu'un vous interrompt, vient vous voir, vous dit tiens, il y a un problème, il faut que tu m'aides un truc, c'est tout à fait faisable. Vous êtes là. Il n'y a pas de problématique de ce genre. C'est comme être dans l'éther. Bon, si quelqu'un débarque, vous êtes dans l'éther, bon, vous ne mourrez pas brutalement parce que vous êtes dans l'éther si quelqu'un débarque. L'éther est un état de conscience modifié, mais très légèrement. C'est simplement un état où vous allez, en fait, aller voir plus loin avec votre esprit. Vous utilisez simplement une fréquence de votre esprit qui vous permet d'aller lire. Et c'est la même fréquence que la méditation. Éther ou méditation, c'est la même chose. Dans l'éther, on doit contrôler ce qu'on fait. Dans la méditation, on doit contrôler ce qu'on fait. Si on ne contrôle pas, on se fait contrôler. Donc voilà, on va essayer de ne pas faire trop long parce que sinon ça va encore dépasser 1 heure, ça ne va pas aller. Donc voilà, c'est le but là, ne pas méditer dans le vent. C'est très important. Vous regardez la vidéo plusieurs fois, comme en fait je mélange un petit peu et j'approvisionne le sujet de façon large. Regardez la vidéo 2 fois pour bien vous imprégner et suivez un protocole de méditation où vous êtes aux commandes. Il faut être aux commandes. On ne lâche pas les commandes à qui que ce soit. C'est très important. Il ne faut pas se laisser avoir. C'est le fond de l'explication sur la méditation. Il faut rester concentré. Et vous verrez, plus vous méditez, plus vous augmentez votre capacité à la concentration et simplement aussi au calme. Vous pouvez méditer sur le calme, la paix, la tranquillité d'esprit, le renforcement mental. Une méditation, c'est comme sortir un mode d'emploi. Si vous méditez sur comment renforcer mon esprit, en méditant, vous renforcez votre esprit, mais en fait, vous allez pouvoir en fait sortir une sorte de mode d'emploi. Comment renforcer mon esprit, comment faire ci, comment faire ça. Vous pouvez en fait élaborer des pensées qui vont vous servir à vous. Bon, ça peut servir à vous, un peu aux autres, pas forcément, il faut voir, mais la méditation reste quelque chose qui doit être encadré par votre propre personnalité, votre propre esprit, et ne pas se faire manipuler. Voilà, c'est tout pour ce sujet-là. 51 minutes, c'est pas trop mal. Ça va déjà vous faire une bonne masse d'informations. Donc, la méditation est un sujet qui a été abordé par toutes les traditions métaphysiques, et il y a eu malheureusement pas mal d'erreurs. Contemplation, méditation, des trucs comme ça, et toutes les inepties sur, on va dire, sur les connexions plus hautes qui n'étaient pas des connexions en fait, qui étaient des pièges. Et même de nos jours, en fait, de toute façon, en gros, les gens ne savent pas méditer et en fait se font avoir. Donc voilà, c'est pour ça que ce sujet est né là. Bon, malheureusement, il ne sera vu que par un petit nombre d'humains sur Terre, donc il ne sauvera pas le monde. Mais bon, on aura au moins sauvé peut-être 1 millier de personnes. C'est pas si mal, hein? Allez, méditez bien, mais méditez consciemment. C'est important. Ne vous perdez pas. Allez, salut, à la prochaine fois.